Le projet de Dieu, c'est Ville-Marie. Ben, si on se promène à Montréal, pour ceux qui viennent de l'extérieur, et on voit qu'il y a beaucoup d'églises ici. Euh, en fait, Dieu est sûrement pour quelque chose, et c'est pour ça que j'ai mis le projet de Dieu. Dieu est derrière tout ça, et on doit se demander, mais où ça a commencé ça? Comment ça se fait que euh, la présence de Dieu est tellement grande ici, dans la ville de Montréal, qu'on appelait Ville-Marie. Et c'est dû à cet homme euh, qui, oui, qui s'appelle, ok, j'apprends, oui. Alors, qui s'appelle Jérôme Leroyer de la Dauversière. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui le connaissent. C'est un percepteur d'impôts. Et c'est pas quelqu'un qu'on penserait qui. Mais en fait, il est allé dans un collège de jésuites. Il a été au contact de beaucoup de jésuites et il a développé une grande vie de prière et des habitudes de prière. Et en fait, Dieu lui a réservé sa mission. En 1630, il a reçu l'appel de Dieu d'établir une mission à Ville-Marie. En fait, si Ville-Marie existe aujourd'hui, c'est grâce à lui qui a entendu, qui a eu des visions. Même Jésus lui a demandé d'aller fonder une colonie ici à Montréal. Et l'année suivante, mais il n'y avait pas vraiment rien fait. Là, il y avait pas. Puis Dieu lui a encore parlé, puis lui a dit, je voudrais que tu crées une congrégation d'hospitalières. Les hospitalières sont des femmes ou des jeunes filles qui s'occupent d'un hôpital. Et ce qu'il a fait, mais comme vous pensez, il était dans un collège de jésuites, puis de dire qu'on veut aller établir une colonie en Nouvelle-France, c'est pas quelque chose qui est proche. Ça prend 3 heures pour se rendre là. Alors, les jésuites qui étaient autour de lui, ils trouvaient ça un petit peu bizarre. C'était une idée vraiment folle d'avoir ce projet-là. Ils l'ont découragé. Mais de plus en plus, il y a eu euh, des profondes inspirations. Il faut vraiment qu'il fasse cela, que c'est la volonté de Dieu d'aller malgré l'opposition. Alors, il s'est occupé du financement, c'est-à-dire qu'il a ramassé les fonds, il a recruté des personnes aussi qui appuieraient son projet. Alors, je parle de lui. J'ai fait, en fait, pas une conférence, mais une présentation, un sermon seulement sur lui, il y a peut-être 2, 3 ans. Et c'est juste pour remettre dans le contexte. Mais c'est vraiment grâce à lui que si aujourd'hui Ville-Marie existe. Et Jeanne Mance, ça c'est l'objet de ma présentation. Jeanne Mance, je ne sais pas qui connaît Jeanne Mance ici? Oui, oui. Oui.
Une femme toute de grâce, OK. C'est ça que je voudrais montrer, que je veux... c'est une femme très spéciale et une femme exceptionnelle, comme on va voir, qu'on ne connaît pas suffisamment et que nos jeunes missionnaires devraient connaître davantage. Alors, qui est-elle? Jeanne Mance, elle est née en 1606 à Langres, une petite ville de France. Et nos amis Marc et Isabelle ont visité Langres et ils ont vu la statue de la sculpture de Jeanne Mance. Ils ont vu aussi une rue, je pense, qui s'appelait rue de Montréal. Alors, si on va à Langres, l'influence ou la présence de Jeanne Mance, elle est, on peut voir qu'elle est la fondatrice de Ville-Marie. Alors, c'est la première infirmière laïque au Canada. Aussi, c'est la fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Ville-Marie, premier hôpital de Montréal, après celui de Québec, qui est 3 ans plus tôt. En fait, c'est un des premiers hôpitaux en Amérique du Nord. Et c'est la cofondatrice de Ville-Marie, aujourd'hui Montréal. Mais je vais en parler plus tantôt. Alors ça, c'est un dessin de Langres. C'est pas une grosse ville quand même. Il y avait 10 000 habitants. C'est pas une grosse ville. Alors, faut attendre? 2 secondes? OK. Voilà. Alors, Jeanne Mance, elle a une passion et une vocation. Lorsqu'on parle de Jeanne Mance, il y a une seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est soigner, prendre soin des blessés, des malades. Et puis, on peut voir dans son cheminement ici, alors au décès de sa mère, elle va prendre soin de ses frères et sœurs. Elle vient d'une famille de 12 enfants et lorsque sa mère est décédée, montez le son au maximum. C'est une apparition aussi. Alors, elle prend le soin donc de ses frères et sœurs. Elle soigne les blessés. OK. OK, parfait. Merci. Elle soigne les blessés au cours de la guerre de 30 ans entre catholiques et protestants. Elle s'occupe de nombreuses victimes de la peste dans sa petite ville natale. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a été témoin d'une réalité et elle a pu voir ce que c'était des blessés. Elle a pu voir des personnes de sa ville atteintes de la peste. Alors, elle était au contact de la souffrance et c'est là que son âme de soigner, son âme de servir, de s'oublier, s'est développée. Alors, qu'est-ce que c'est sa vocation? Sa vocation, c'est de sauver le plus de vies possible. Sauver le plus de vies possible, une à une. Une particularité, elle ne désire pas se marier et ni devenir religieuse. Pourquoi elle ne désire pas devenir religieuse? Bien,
si on devient une religieuse, on est assujetti ou assigné à un couvent, oui, on est beaucoup moins libre de faire ce qu'on veut. Et alors, c'était une des raisons. Et puis, si on se marie, bien, on a des enfants, on est beaucoup moins libre également. Alors, c'était un de ces particularités, un de ses désirs. Alors, je pense qu'on peut voir ici cette sculpture de l'hôpital Ville-Marie, l'Hôtel Dieu, qui montre, qui exprime son désir de soigner, sa compassion et les personnes qui se blessaient, qui est entre ses mains. Alors, les relations, ce sont les relations de ce qui se passe en Nouvelle-France dans les années 1640-1640. Ça, c'est le best-seller des Parisiens ou des gens de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui décrivait ce qui se passait en Nouvelle-France. Il y avait seulement les missionnaires jésuites qui envoyaient un rapport annuel à chaque année, puis qui pouvaient dire ce qui se passait avec les Indiens, comment ils vivaient. Et c'était pour les Parisiens, ils étaient avares de lire ces relations-là. Et ça a créé un désir, vraiment un engouement pour aller en Nouvelle-France. Ça, c'est ça qui a vraiment créé le désir, comme chez Jeanne Mance, comme les Jésuites, parce que les Jésuites en parlaient aussi de leur visite en Nouvelle-France. Alors, parce que c'était tellement descriptif, tellement précis, ces relations-là. D'ailleurs, il y en a des copies ici à la Grande Bibliothèque de Montréal. Alors, c'est quelque chose qui animait beaucoup le cœur des personnes. Mais la difficulté, c'est que si dans notre cœur, on a un grand débat intérieur, comme nos missionnaires qui sont ici, je ne sais pas si on sentit que, bon, je vais aller ici à Montréal, je vais aller en Amérique, je vais tout laisser derrière moi. Et il y a quand même un débat intérieur, il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Est-ce que vraiment, je dois suivre ce que Dieu me demande? Puis surtout, on lit que lorsqu'elle avait une santé fragile, vers 17-18 ans, elle a eu une maladie assez grave qu'elle ne s'était jamais remise. Puis quand on entendait le mot Canada, c'était terrifiant. J'avais des grands frissons parce que là, les Jésuites parlaient des hivers qui n'arrivaient pas qui n'arrêtaient pas, le froid. Et puis, je pense que les missionnaires ici, ils savent ce dont on parle. Le froid, puis on est rendu là au mois de mi-mars, puis c'est pas encore fini. Hein? Alors, au début, c'était pas facile non plus, je pense, pour les missionnaires de connaître ce froid qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Alors, c'est ça aussi. Puis l'autre chose que, heureusement, on n'a pas ici,
heureusement, c'est les tortures. Parce que dans les relations, dans les descriptions des jésuites, ben, ils ne pouvaient pas cacher ce qui se passait avec les indigènes. Et puis, ils ne pouvaient pas s'empêcher aussi de décrire les tortures. Parce que aussi, ben, il faut le dire, il n'était pas trop gentil, il n'était pas trop... quand il attrapait quelqu'un, comme ils en ont attrapé 5 au sortir du fort, et puis ils en ont pris 2, et ben ils ont passé par le scalp, ils les ont scalpés. Puis un autre qui s'est ramassé, qui a pu se ramasser, qui a pu s'échapper, puis qui a pu aussi s'échapper pour se rendre à l'hôpital, pas à l'hôpital, mais à l'Hôtel-Dieu. Et puis il est arrivé ensanglanté dans les bras de Jeanne Mance, mais il était déjà mutilé. Puis, alors, Jeanne Mance était au courant de ça, et puis quand on n'est pas trop sûr, c'est beau avoir une grande foi. Ben, elle sentait, oui, elle avait la foi, mais elle sentait ça profondément en elle. Elle avait cette passion tellement forte de soigner, puis de prendre soin des Amérindiens. Puis, mais c'était trop fort. La volonté de Dieu, ça s'est emparé de son cœur. C'est vraiment le mot. Elle ne pouvait pas s'en détacher. Comme, encore une fois, des missionnaires qui disent, oui, je vais aller, je vais devenir missionnaire, puis je vais aller au Canada. Je vais aller suivre le projet de nos vrais parents. Ça devient une expérience intérieure profonde qui ne peuvent pas se détacher. Alors, donc, la lecture des relations, c'est ce qui a vraiment fait la différence et qui anime toute la vie des gens en France. Et puis, c'est tellement une femme d'action. Elle fait tout, hein? Elle fait tout ce qu'elle peut. Une femme d'action, puis elle arrête juste pour une chose. Savez-vous pourquoi elle arrête? Pourquoi vous pensez qu'elle arrête? Parce qu'elle travaille, elle est toujours occupée, elle trouve toujours quelque chose, évidemment, à s'occuper. Mais elle arrête. Oui, c'est ça. Elle arrête seulement pour prier. Exactement. Alors, c'est ce qu'on raconte, mais pas juste ce qu'on raconte, ce que les témoignages qu'on a eus. Ça, c'est Madame de Bullion. Alors, Bob est souris, là. C'est une... Oui, exactement. Oh, on l'a décrit comme ça aussi. Oui, ben il faut le dire. C'est un peu grassette et un bon nez. Mais un cœur, savez-vous qui c'était? C'était la femme de l'intendant des finances de Louis XIII. L'intendant des finances de Louis XIII. Ça fait que lorsque son mari est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a hérité. Elle a hérité d'une grande fortune. Une grande fortune. Puis qu'est-ce qu'elle a fait avec cette fortune-là? Ben, c'était une dame qui était très pieuse, qui... En fait, elle en est venue à connaître Jeanne Mance. Parce que Jeanne Mance a assez parlé, hein, que cette jeune fille-là qui voulait aller
en Nouvelle-France. Et puis, là, ils ont commencé à lui faire le tour des salons à Paris. Parce que les gens veulent savoir, c'est qui ça, Jeanne Mance? Ça veut aller dans une colonie si loin. Puis il voulait la rencontrer, la voir. Même la reine d'Autriche est venue la rencontrer pour voir c'était qui ça dans les salons. Puis elle, Jeanne Mance, elle suivait la volonté de Dieu. Puis ces dames-là, de ces salons, lui demandaient, ben oui, mais pourquoi aller si loin puis risquer sa vie, puis et ce qu'elle répondait à toutes ces personnes-là, c'était, ben, Dieu me veut au Canada. Elle répondait ça à tout le monde. Elle n'en savait pas plus, mais c'est ça qu'elle savait. Elle sentait ça dans son cœur. Alors, Madame de Bullion, donc, elle était vraiment impressionnée par Jeanne Mance. Et quelles impressions qu'elle a eues. Elle l'a rencontrée 4 fois, Madame de Bullion. Elle l'a fait venir plusieurs fois. Et puis finalement, elle a vu que Jeanne Mance, elle a un esprit très pratique. C'est pas... oui, c'est une femme de Dieu, mais c'est pas, comme on a dit, c'est pas une religieuse cloîtrée. Elle a un esprit pratique, puis elle a une confiance absolue en Dieu. Absolue en Dieu. Et c'est une femme qui est simple. Alors, Madame de Bullion, déjà, elle pensait, ouais, la Nouvelle-France, puis dans son grand cœur, puis toute la fortune qu'elle a, il faut bâtir un hôpital là. Et puis, elle n'a pas seulement demandé à Jeanne Mance, mais elle a dit, OK, Jeanne Mance, il faut que tu ailles là, puis il faut que tu fondes un hôpital. C'est une mission qu'elle lui a donnée, de fonder l'hôpital. Jeanne Mance, dans sa volonté de servir Dieu, d'obéir à Dieu, elle a accepté cette mission-là sans avoir aucune fortune. Il fallait qu'elle dépende de quelqu'un, qu'elle reçoive de l'argent. Alors, Madame de Bullion, elle lui a donné, elle ne lui a pas offert, elle lui a donné une pension d'administratrice, parce que Mme de Bullion, elle l'a fait administratrice de l'hôpital, et elle lui a donné une pension perpétuelle. Pension perpétuelle, ça veut dire jusqu'à sa mort. Donc, elle n'avait pas de soucis financiers pour son hôpital, pour elle, pour gérer ça. D'accord? Alors, Madame de Bullion, on peut la considérer comme une des pionnières de Montréal. Je ne pense pas qu'on voit de plaques ou de statues, mais c'est vraiment une personne clé, un personnage clé ici à Montréal, qui a fourni les fonds nécessaires. Elle n'a pas juste envoyé de l'argent comme ça, puis débrouillez-vous, mais elle a envoyé ça régulièrement. Et surtout lorsque la colonie était en difficulté pour Maisonneuve, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas facile pour la colonie de survivre. Et elle a envoyé des fonds en surplus. Alors, on revient à Jeanne Mance, donc elle a un profond désir de se consacrer à Dieu. Une chose que je n'ai pas mentionnée, vers l'âge de 7 ans, elle s'est consacrée à Dieu, elle a fait un vœu de chasteté. Et
à 7 ans, est-ce qu'elle réalisait vraiment ce que ça voulait dire? Mais c'était profondément dans son cœur. Alors, Jeanne Mance, donc, comme j'ai dit, elle avait une volonté de soulager la souffrance des malades et des pauvres. Très jeune, elle se sent appelée par Dieu à œuvrer en Nouvelle-France. Elle avait une grande force de caractère. Grande force de caractère. Pour passer au travers des hivers rudes, ça prend quand même... je pense encore une fois aux missionnaires qui sont ici. Ça prend une bonne force de caractère pour passer les hivers froids ici. Elle avait des capacités étonnantes. Regardez ce qu'elle pouvait faire. C'était pas juste quelqu'un qui priait. Oui, c'était pas juste quelqu'un qui priait. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'il n'y avait plus rien à faire, elle se trouvait toujours quelque chose à faire. Elle administrait l'Hôtel Dieu. C'est elle qui gérait l'Hôtel Dieu. Une femme entrepreneur. Elle était vraiment avant-gardiste. Il y en a d'autres comme ça. Je vais en parler plus tard. Marie l'Incarnation, Marguerite Bourgeois. C'est des femmes qui ont marqué Montréal. Alors, elle administre l'Hôtel Dieu et elle gère les fonds de la colonie. Elle gère les fonds de la colonie. Si vous regardez son portrait, vous voyez c'est une belle personne. Elle a des beaux traits. Mais pour faire ça, son cœur elle a plein d'amour pour Dieu. Mais elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Puis, elle connaît sa vocation profonde et elle a Dieu derrière elle. Ça, c'est sûr. Elle est unie à Dieu, puis Dieu veut qu'elle développe cette vocation-là. Donc, elle gère les fonds de la colonie. Puis en plus de ça, elle va faire 3 voyages exténuants en France. Un voyage en France, c'est pas comme un aller-retour à Séoul ou c'est un petit peu plus. C'est au moins 3 mois. Et puis, elle avait une santé fragile. Alors, le premier voyage, lorsqu'elle est arrivée à Ville-Marie, j'ai lu qu'elle était épuisée et était déjà fragile pour passer à travers toutes ces... Parce que être sur un bateau pendant 3 mois, ils n'auront pas les commodités qu'un bateau, que les navires ont. Oui. Les bateaux de croisière, c'est ça. Alors, elle a fait 3 voyages. Pourquoi? C'était pour obtenir plus de fonds et puis pour assurer la survie de Ville-Marie, pour voir l'administration et puis pour régler certaines choses administratives. Et pour une chose, c'est pour, on pourrait dire, vendre Ville-Marie, parce que Maisonneuve avait besoin de main-d'œuvre. Il y avait besoin de colons, puis il y avait besoin de personnes pour défendre la forteresse. Seulement une petite poignée d'hommes qui se faisaient attaquer par les Iroquois régulièrement. Alors, il y avait besoin de plus d'hommes. Alors, elle, on dit aussi qu'elle était très éloquente. Alors, elle a pu gagner le cœur des personnes. On dit aussi qu'elle était très aimable et elle a fallu qu'elle vive dans la forteresse une dizaine d'années.
et parce qu'ils ont construit l'infirmerie à l'intérieur. Puis, ce que j'ai lu, c'est qu'elle était très aimable, et puis quand il y avait des différends, elle savait comment régler ça, puis elle était capable de trouver le juste milieu, et c'est vraiment une personne, c'était plaisant d'être autour d'elle, et tout le monde comment je pourrais dire, tout le monde avec des bonnes choses à dire à son sujet. Okay. Alors, donc, les premiers, lorsqu'elle est partie en 1641, donc, comme j'ai dit, c'était un long débat intérieur. Puis finalement, elle a décidé de partir. Elle est à La Rochelle. Elle rejoint 2 navires au port de La Rochelle. Et puis, qu'elle ait traversé l'Atlantique. Un des navires, il y avait Maisonneuve à l'intérieur. Et il y avait 25, accompagné de 25 hommes et d'un prêtre. Puis dans le second, il y avait Jeanne Mance, un père jésuite et 12 hommes. Alors, ils sont arrivés donc à Ville-Marie en 1642. Ça, c'est le port de La Rochelle. Sûrement qu'il y en a qui sont déjà allés à La Rochelle. Oui. OK. Donc, l'hôpital, ça a commencé par une petite infirmerie à l'intérieur du fort. Ensuite, ils ont érigé un premier hôpital en 1644, 1645. Puis ça a été agrandi en 1654, 1659. Et elle a soigné, bon, évidemment, les malades et puis les blessés avec, lorsqu'il y avait eu des affrontements avec les Iroquois. OK. OK, ça j'en ai déjà parlé. Alors, le nom de Jeanne Mance. Le nom de Jeanne Mance. Je ne sais pas si vous pouvez me nommer tous les endroits où on voit ce nom-là, où vous avez reconnu. Je sais que... OK, je ne dirai pas tout de suite. Mais, alors, elle est désignée comme personnage historique national, Jeanne Mance. Son nom est honoré dans plusieurs lieux de Montréal et de sa ville natale. Et puis, il y a un parc Jeanne Mance, un grand parc urbain. Il y a des célébrations, des festivités. C'est au pied du Mont-Royal. Et puis, il y a une vraiment importante rue de Jeanne Mance. Mais vous ne savez pas pourquoi. Serge le sait. Puis, vous ne savez pas pourquoi cette rue-là est importante. Mélissa vient de découvrir. Parce que c'est là que Dr. Franco c'est là qu'il a appris le principe. Oui. C'était en quelle année, ça? Oui. Donc, sur la rue Jeanne-Mance, il y avait le premier centre de l'Église de l'Unification. Le deuxième, OK, excuse. Alors, ça, c'était Dr. Franco. Et puis, l'autre personne, Alan Wilding. Denis Desjardins aussi. Alors, vous voyez, c'est une maison qui est, oui, historique.
Moi, j'ai couché là une fois avant d'aller avant d'aller à Clearstone pour un 7 jours au tout début, là, en 78, 60, anyway. Mais je ne suis pas aussi historique que Dr. Franco. Loin. OK. Alors, Fernando? Rien ne prédestinait cette jeune femme de belle apparence et de bonne famille à vivre l'aventure unique qui a été la sienne et à laisser une telle trace dans l'histoire. Née à Langres en 1606, Jeanne Mance grandit dans la France du XVIIe siècle, marquée par la fin des guerres de religion et l'essor d'un renouveau spirituel très important. Elle fait partie des laïcs dévots qui soutiennent les efforts des évêques avec ferveur. Jérôme Le Royer de la Dauversière désire de son côté créer une colonie qui permettra aux peuplades du Nouveau Monde de bénéficier de l'assistance spirituelle des missionnaires. Afin d'y arriver, il s'entoure de gens influents et fonde la Société de Notre-Dame de Montréal. Pour cette mission, on recherche une femme qui doit être de vertu assez héroïque pour prendre soin de toutes les denrées et pour servir en même temps d'hospitalière aux malades et aux blessés. Jeanne Mance sera la candidate tout indiquée pour partir aux côtés de Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve, qualifié de chef vertueux, brave, prudent et expérimenté. En mai 1641, dans 2 embarcations différentes, Jeanne Mance et Maisonneuve quittent le port de La Rochelle pour le Nouveau Monde. Après une longue traversée, un hiver éprouvant et moult difficultés, c'est finalement le 17 mai 1642 que Jeanne Mance et Maisonneuve arrivent sur le site et fondent ce qui va devenir Montréal. Maisonneuve est en charge de l'aspect défensif de Ville-Marie, alors que Jeanne Mance se voit confier toute la partie économique et financière de l'entreprise. Afin d'assurer la protection et la sauvegarde de la colonie, Jeanne Mance fait plusieurs allers-retours entre l'Europe et l'Amérique. À chacun de ses séjours en France, elle récolte de nombreux appuis et peut compter sur de nouveaux subsides. Quand Ville-Marie est en si grande difficulté que l'on craint pour sa survie, elle constitue un fonds appréciable dans le but de permettre à Maisonneuve de lever une nouvelle recrue. En augmentant ainsi le nombre d'habitants, la colonie est en mesure de résister aux attaques. Cela permet aussi à Jeanne Mance de poursuivre l'œuvre de l'Hôtel-Dieu. On dit que dans son hôpital, il n'y avait pas de distinction entre pauvres ou riches, amis ou ennemis, français ou amérindiens, hommes ou femmes, tous et toutes trouvaient un accueil sans restriction. Par la suite, elle aide Marguerite Bourgeois à prendre en charge l'éducation des enfants, elle hâte la venue des Sulpiciens, elle seconde les filles de Saint-Joseph dans leur installation. Ainsi, malgré les problèmes d'ordre économique et les nombreux défis liés à la cohabitation avec des populations hostiles, Jeanne Mance ne baisse jamais les bras. De plus, d'après plusieurs, en agissant selon un esprit de don et non selon un rapport marchand, Jeanne Mance tisse à la fois un réseau de rapports humains harmonieux et l'étoffe d'une société nouvelle. Jeanne Mance met, sa vie durant, ses talents et sa compétence au service de sa ville. Intendante de la colonie à ses débuts, fondatrice et administratrice de l'Hôtel-Dieu, conseillère de Maisonneuve, initiatrice de nombreuses décisions, elle permet à la colonie d'assurer sa survie et son épanouissement. Le 17 mai 2012, jour du 370e anniversaire de la fondation de la plus grande ville française des Amériques, le conseil municipal de Montréal proclame Jeanne Mance fondatrice de Montréal, à l'égal de Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve. Que penserait aujourd'hui Jeanne Mance de Montréal? Quelle vocation choisirait-elle? Quel rêve poursuivrait-elle? Quelle serait sa destinée?
Bien malin qui pourrait le deviner. Ce qui est sûr, c'est que notre époque et notre cité doivent beaucoup à cette demoiselle Mance, arrivée à Montréal le 17 mai 1642. Alors, les dernières volontés de Jeanne Mance, c'est sans surprise que l'on apprend d'abord que Jeanne Mance lègue tout ce qui se trouve dans son appartement aux religieuses et aux malades de l'hôpital. Il en sera de même pour toute chose qui pourrait être envoyée de France et adressée à son nom. Ce sont ses dernières volonté et on m'appelle Jeanne Mance, je suis fille de Langres, petite bourgade perdue en terre de vieille France. J'ai vu guerre de 30 ans, j'ai vu épidémie, fidèle à mes croyances, je fondais Ville-Marie. On me parle d'Amérique, de sauvage et d'impies, et moi qui suis laïque, j'y œuvrais jour et nuit. Malgré guerre iroquoise, misère et maladie, les hivers rudes et froids, comme autant d'ennemis. Le devoir accompli, je lègue tout ce que j'ai, mon cœur à Ville-Marie, je puis partir en paix. Cette folle entreprise, je fus prime intendante à de nombreuses reprises. Je retournai en France afin de renflouer les coffres et le faubourg, persuadé, recruté, ramener du secours. Le devoir accompli, je lègue tout ce que j'ai, mon cœur à Ville-Marie, je puis partir en paix. Chère Marguerite Bourgeois, cher sieur de Maisonneuve, dévoué comme moi à cette cité neuve, l'hôtel Dieu soit loué, enfin un hôpital de ma main pierre posée pour l'église Notre-Dame, de soucis et d'exil, de mains aller-retour, de ma santé fragile, je trépassai un jour. Le devoir accompli, je lègue tout ce que j'ai, mon cœur à Ville-Marie, je puis partir en paix.